Parti, grâce à Midrash Tuda Manitou, on va écouter Ariel Assab qui va nous parler des différents Purim de l'histoire. Bechavod Ariel. Voilà, exactement. Bonsoir tout le monde. Et on veut parler de Purim des exils, c'est-à-dire que Purim, c'est pas seulement une fête, la fête de Shushan en Perse, mais il y a beaucoup de Purim dans l'histoire. Alors, je lance le diaporama. Et... Cher. Cher. Instant. Et voilà. Alors, on est lancé. Et on veut donc parler de Purim, le Purim de l'exil, ou Purim des exils des différentes galiotes d'Israël. Alors Purim, je rappelle rapidement, c'est l'histoire d'une délivrance qui a eu lieu à Shushan, à Suse, donc en Perse. Et pour fêter cette délivrance, il y a donc eu un grand méchant Haman qui a voulu tuer les Juifs, tous les Juifs, et on a été sauvés. Et donc, on lit la Megillah, on lit l'histoire de Purim, de la délivrance de Purim. On fait une grande Seouda, on fait un grand repas, un festin de fête. On boit du vin, on envoie des plats aux amis, aux voisins. On donne de la tzedaka, matanot, l'avionim, on donne à manger aussi aux indigents. Donc ça, c'est l'histoire de Purim. Pardon, je n'ai pas lancé correctement, voilà. Et dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que dans beaucoup de communautés, il y a eu comme ça des menaces sur la communauté. La communauté a été sauvée et elle s'est fixée un Purim qui engage les membres de la communauté et leurs descendants à travers les générations. Une chose qui a été ajoutée encore à Purim, c'est les masques qu'on voit sur l'image à gauche. Et ça donnait lieu à quelque chose qu'on appelle le Purim Spiel, des représentations théâtrales de Purim. Donc, on a mis en pièces l'histoire, on a monté en pièces, pas démoli en pièces, hein. On a monté, on a fait une pièce théâtrale de l'histoire de Purim. Et de cette façon-là, on a fait aussi des pièces de théâtre sur les Purim de l'histoire dans les différentes communautés qui ont été menacées et qui ont eu un sauvetage miraculeux. Et on va commencer donc par un Purim Spiel. Maintenant, on est au 21e siècle. On a les réseaux sociaux et l'AI. Donc, avec l'intelligence artificielle, je partage un Purim Spiel que j'ai trouvé, que j'ai reçu sur Internet. Donc, on a le Purim Spiel moderne avec notre cher ennemi Khamenei avec l'oreille d'Aman sur la tête et sa destruction avec les 10 fils d'Aman qui étaient les différents chefs du Hezbollah, du Hamas, etc., qui ont rejoint leurs ancêtres en enfer il n'y a pas très longtemps dans les 2 années qui viennent de passer. Alors maintenant, on va avancer dans notre sujet. On va donc comprendre ce qui se passe. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que la fête de Purim elle-même dans la Mishnah, elle n'a pas une seule date, elle a plusieurs dates. La Megillah peut être le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. C'est la seule fête qui a une date un peu fluide, pour différentes raisons. Dans le cas où il n'y aurait pas Minyan, là où on est, alors on peut avancer au jour du marché quand tout le monde est là, et parce que c'est une fête qui doit être publiée. Et une deuxième chose que nous dit le Talmud, que la fête de Purim n'est une fête qui ne sera jamais annulée, que au moment de la Géoula finale que nous sommes en train de vivre, la Géoula remplacera toutes les fêtes de délivrance qu'on a, donc Pessah qui nous parle de la sortie d'Égypte, et puis Sukkot qui nous parle de la traversée du désert, Shavuot, le lendemain, tout ça, ça sera intégré dans une grande fête qui sera la fête de la Géoula finale. Mais, dit le Talmud, là j'ai amené le Midrash, mais le Talmud dit la même chose, que toutes les fêtes sont appelées à disparaître, mais Purim ne sera jamais annulé.
Alors, deux réponses ont été données à ça. D'abord, que Purim, c'est la base de toutes les fêtes de délivrance. Et surtout que Purim, c'est peut-être aussi le prototype de la fête de la fin de l'exil que nous sommes en train de vivre. De la même façon qu'à Purim, dans la Megillah, on ne voit pas directement la main de Dieu. C'est pas comme en Égypte où la mer s'ouvre et on traverse la mer et elle se referme sur les Égyptiens. Purim, tout se passe dans le palais du roi Assuérus de façon politique. Et c'est ce qu'on voit actuellement, que c'est les F-35 et les F-15 et les soldats sur terre et la marine sur mer qui font ce que le travail qui doit être fait. Et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ils réussissent. Donc c'est peut-être aussi cette idée que Purim est le prototype de la Géoula finale. Et là-dessus, le Chaye Adam, dont on reparlera plus tard, donc Rabbi Avraham Danzig, nous dit כל מי שאירע לו נס, וכל שכן בני עיר יכולים לתקן בהסכמה וחרם עליהם, וכל הבאים אחריהם לעשות אותו יום לפורים. Chaque individu qui aurait eu un miracle qu'il a sauvé lui, à fortiori une communauté, peuvent faire un Purim privé pour la personne ou pour la communauté, et ça engage tous leurs descendants de faire cette fête de Purim. Venir Eli, Shota Soudash, aussi Michelanes, si Soudat Mitzvah. Et donc, je pense aussi que si on fait un festin à cette occasion, ça devient une mitzvah, une Soudat Mitzvah, bien que c'est pas un Purim qui a été fixé par les Chachamim ou qui a été fixé pour le peuple, l'ensemble du peuple juif. Il y a possibilité de faire des Purim privés, familiaux ou communautaires. Et c'est de ça que je veux parler dans l'heure qui vient. Donc voilà, on va avancer cette histoire et on va commencer à passer en Iran. Iran, Perse, à Shiraz. Là, la Terre est arrivée et on commence donc notre périple au XIIe siècle. Alors il faut comprendre une chose, c'est que ces Purim de l'exil vont nous conduire dans toutes les communautés de l'exil. Je ne les ai pas tous mis dans le diaporama parce qu'il y en a des dizaines. J'ai pris certains qui sont plus représentatifs. Vous allez voir que même dans ceux que j'ai mis, les thèmes reviennent. C'est toujours le même thème. C'est une menace pour la communauté, un sauvetage miraculeux. Et donc après, on fait Purim, on écrit l'histoire de ce sauvetage, on fait une Megillah, on fait un festin, on fait Mishloach Manot. En fait, on reproduit Purim au niveau de la communauté. Alors là, on est à Shiraz, donc en Perse du XIIe siècle. Et là-bas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un boucher, Ibn Hassan, qui voulait se venger de la communauté parce que c'est pas évident. Est-ce que le gars c'était un juif ou pas un juif? Apparemment c'est un juif, autrement pourquoi on aurait acheté de la viande chez un boucher non juif? C'est de la viande cachère, donc il s'agit d'un boucher juif, mais que la communauté a mis un petit peu au banc parce qu'on le soupçonnait de pas être trop cautionneux sur la cacheroute. Et pour se venger, il est donc allé chez le sultan local, chez le gouverneur local, et lui a dit que les Juifs ont blasphémé la religion, l'islam, Mohamed et son prophète, Dieu, Allah et son prophète. Et donc le gouverneur de la ville de Shiraz a décrété une conversion forcée de tous les Juifs de Shiraz. Au moment de sa mort, le boucher, pris un petit esprit de repentance, il avoue que c'était des mensonges. Il a juste voulu se venger de ses frères qu'il avait mis au banc de la communauté. Et à ce moment-là, le gouverneur permet aux Juifs de revenir ouvertement au judaïsme. Et on a fait un Purim à Shiraz, donc en Perse. Et vous voyez, Voto Ayom Asu Yom Tov le Dorot Lechol Bismach. Et on a fait donc une fête pour toutes les générations à venir à Shiraz, de faire un festin, et ça se passait le 2 Cheshvan. Donc on va voir deux choses, c'est que ces Purim d'exil, on va les retrouver en Perse, en Afrique du Nord, en Europe, partout où il y a des communautés juives. On va les voir à toutes les époques, et on va les voir dans toutes les dates du calendrier, même à Purim. Donc là, on est le 2 Cheshvan, juste après les fêtes de Tishrei, le Rosh Hashanah Sukkot, et de Shiraz, on s'envole pour un autre exil, et on arrive maintenant en France, à Narbonne. Alors, à Narbonne, on est maintenant en 1236,
Narbonne, une grande communauté, les Chachmei Narbonne c'est une école des Tosafot très importante. La communauté de Narbonne, c'est la Provence, c'est le joint entre le judaïsme ashkénaze et séfarade. C'est eux qui traduisent les ouvrages des rabbins espagnols en hébreu, parce que beaucoup de rabbins espagnols écrivent en arabe ou en espagnol. Et ça passe, c'est comme ça, par exemple, que le Kuzari, le Guide des Égarés de Maïmonide vont passer dans le monde ashkénaze. Et là-bas, ce qui se passe, il y a un juif qui s'en prend un vendeur de poissons catholique. Ça peut être, je ne sais pas qui était le responsable, c'est pas important. En tout cas, le vendeur de poissons décède après et directement on accuse les juifs de l'avoir assassiné puisqu'il avait une altercation avec un juif et la communauté est pillée et un pogrom se déclenche dans la ville de Narbonne. Heureusement que le noble local, le prince local, Don Imric, empêche met fin à l'émeute. Et donc le rabbin de la communauté, Rabbi Meir Rabbi Yitzhak de Narbonne, va fixer un jour de Purim, le 20 Adar chaque année. Le man Yezel Zikaron, Bakol, Velo Yavru Mepurim Aele Kirtavam, Vechizmanam, Bechol. Vous voyez que on reprend le langage de la Megillah de Purim, de la Megillah Esther, que ce sera un souvenir à toutes les générations, où on fêtera de la même façon ce Purim. Donc on avait commencé en Perse, on est allé à Narbonne en France, et je ne sais même plus où le diaporama nous conduit maintenant, mais il nous conduit en Espagne, en Castille, et on est maintenant au XIVe siècle. Donc on est au XIVe siècle dans l'Espagne catholique, et là-bas, ce qui se passe, c'est que dans le pays de Castille, il y a un roi local qui est favorable aux Juifs. Il a même un ministre des Finances juif. Bon, c'était quelque chose d'assez classique. Il faut se rappeler qu'à cette époque, les Juifs sont plus lettrés que la moyenne de la population, et donc beaucoup de ministres, de diplomates sont juifs. Et donc Don Yosef se retrouve ministre du Trésor, ministre des Finances, mais il y a un chef des armées du roi de Castille qui, lui, essaie de se débarrasser des Juifs et de Don Yosef, et donc il accuse les Juifs d'avoir trahi, je crois que c'est une accusation de trahison, je ne sais plus exactement. En tout cas, les Juifs le roi commence à faire des décrets anti-juifs, il est convaincu par le chef de ses armées, mais finalement, il y a un autre juif de cour qui arrive à convaincre le roi de vérifier est-ce que vraiment ce chef de l'armée lui est loyal ou est-ce qu'il est en train de passer à l'ennemi. Et quand il se rend compte qu'en fait, son chef d'armée, son général en chef ne lui est pas loyal, en fait, il veut juste se débarrasser des Juifs. Le roi, qui à l'origine, je rappelle, était favorable aux Juifs, le fait arrêter et condamner. Et donc, une fois que ce chef de l'armée du roi de Castille est condamné à mort et exécuté, alors la communauté de Castille fait un jour de Purim, le Hodot ou le Hallel, donc de nouveau avec aussi des prières de remerciement à Dieu pour ce sauvetage qu'il y a eu. Donc, ça va être des sauvetages, j'ai dit, dans le monde entier à toutes les époques. On a commencé en Perse, la France, maintenant la Castille, 12e et maintenant 14e siècle, et on continue. Alors maintenant, l'image va nous amener à Gosse. Et en Espagne, à Saragosse, ça c'est un des Purim les plus connus. Je me rappelle encore quand j'étais gosse dans les contes et légendes d'Israël, il figure en bonne place le Purim de Saragosse. Vous voyez dans l'image le roi espagnol. Vous voyez les rabbins et les notables de la communauté de Saragosse avec des rouleaux de la Torah qu'ils présentent au roi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Saragosse, l'habitude était, comme dans beaucoup de communautés, quand le roi vient visiter la ville, la communauté juive va donc l'accueillir, et elle l'accueille toujours en sortant les siffrets Torah, en sortant les rouleaux de la Torah. C'est un signe de respect pour le pouvoir. Mais à Saragosse, un jour, les rabbins ont dit qu'en fait, le roi
C'est un petit peu, ok, c'est un signe de respect pour le roi, mais c'est un signe un petit peu irrespectueux pour la Torah. De sortir les 12 rouleaux de la Torah des 12 synagogues de Saragosse et de les sortir, c'est que on ne sort pas facilement un rouleau de la Torah de la synagogue, on ne sort un rouleau que si on va lire pendant au moins 3 fois. Donc si on fait un minyan en dehors de la synagogue, on n'a même pas le droit de sortir le Sefer Torah pour le minyan. C'est uniquement si le minyan se fixe quelque part pour 3 jours, pour 3 lectures, qu'on a le droit de sortir. Et donc les rabbins ont décidé, en fait, le roi, il ne regarde pas les siffrets Torah. Les siffrets Torah sont des rouleaux de Torah séfarade, donc ils sont dans les boîtes en bois. Là l'image qui m'a été préparée par l'intelligence artificielle a mis des boîtes ouvertes. Vous connaissez les boîtes des siffrets Torah séfarade, elles n'ont pas tout à fait l'air de ça, c'est pas grave. Donc ils décident de se présenter avec les boîtes de Sefer Torah recouvertes des manteaux de velours, mais à l'intérieur, ils auront retiré les livres. Donc ils viendront avec des boîtes vides à la rencontre du roi, à l'accueil du roi. Mais il y avait là-bas de nouveau un juif renégat. C'est toujours, pas toujours, mais souvent un juif renégat qui est à la base. On a vu tout à l'heure Ibn al-Arsen qui avait été celui qui avait accusé à tort la communauté de Shiraz. Là maintenant, c'est un renégat qui s'appelle Marcus, c'est un juif qui s'est converti au christianisme, et lui va chez le roi et lui dit, Messire le roi, en fait, vous croyez que les juifs vous témoignent un profond respect en sortant avec les rouleaux de la Torah à votre rencontre, mais en fait, ils viennent avec des boîtes vides. Là-dessus, le roi fulmine, mais comme c'est un roi honnête et sage, il décide de vérifier avant d'accuser les Juifs et de les punir. Et donc, il se rend à Saragosse, et là, c'est le Purim, parce que la nuit d'avant, Eliyahu Hanavi, que vous voyez dans la photo là en haut, dans le ciel qui s'ouvre, Eliyahu Hanavi vient en songe, bon, là, il est présenté comme un saint chrétien avec l'auréole, euh, en tout cas, Eliyahu Hanavi vient en songe aux 12 Gabaïm des 12 synagogues de Saragosse et dit à chaque Gabaï, maintenant en pleine nuit, tu fonces à la synagogue et tu remets le Sefer Torah dans la boîte. Demain, le roi va venir et tu lui présenteras le Sefer Torah dans sa boîte. Ok, le lendemain arrive le roi, chacun est convaincu que lui a un Sefer Torah, mais les 11 autres ont juste des boîtes vides, puisque lui a eu cette révélation de cette nuit qui lui a demandé, il n'a pas très bien compris pourquoi, mais il a fait ce qu'on lui a dit dans le rêve, mais en fait les 12 Gabaïm ont fait la même chose, et quand le roi ordonne d'ouvrir les boîtes, ils sont tous stupéfaits de voir que les 12 Gabaïm présentent 12 rouleaux de la Torah au roi. Et bien sûr, c'est le roi, c'est Marcus qui est condamné et exécuté par le roi, et la communauté de Saragosse est sauvée, et elle va faire un grand Purim. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces siffrets Torah, quand on les présente au roi, on les ouvre, il veut voir que c'est vraiment un Sefer Torah, que c'est pas juste un rouleau de parchemin, et ils s'ouvrent tous sur le même verset qui dit dans Vaïkra, V'av gamzod biotam beretz oivehem, l'homme astim velo galtim lechalotam, et bien qu'ils seront dans des pays d'exil, dans les pays de leurs ennemis, je ne les ai pas abandonnés, et je ne les livre pas à leur sort pour être exterminés. L'affaire Brititam, qui a ni Adonai Elohim, je suis leur Dieu et je les protégerai même dans l'exil. Donc c'est même en plus le verset qui annonce la protection divine aux communautés d'Israël en exil. C'est ça qui est présenté à la communauté juive quand on ouvre les rouleaux devant le roi. Et donc, on fait ce Purim de Saragosse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un Beth Knesset à Nachalat Shiva à Jérusalem, qui a l'habitude, à la fin de Arvit du vendredi soir, d'ouvrir le Hechal et de sortir le Sefer Torah et de montrer au public l'endroit où on va lire la Torah demain. Ce qu'on fait chaque fois qu'on va lire la Torah, on prend le Sefer Torah, on fait Hagbah, on montre le Sefer au public et on montre ce qu'on va lire, chez les Ashkenaz, ce qu'on vient de lire. Et d'après les Gabaïm de cette synagogue de Nachalat Shiva, il semblerait que ce soit des descendants des Juifs de Saragosse qui ont gardé cette coutume en souvenir pour rappeler que voilà, dans le Echal, il y a le livre qui est prêt à demain, comme il a été prêt pour le roi d'Espagne, et ça a sauvé la communauté juive. Alors vous voyez que ce Purim
Je ne sais pas s'il est encore fêté par les descendants de la communauté de Saragosse. En tout cas, il y a encore ce minag qui reste à Nachalat Shiva à Jérusalem. Et c'était le 17 Shvat 1420. De là, on va vers l'Afrique du Nord, on va vers l'Égypte, et on arrive au Caire. Le Purim du Caire, de nouveau, il y a un sultan qui est favorable aux Juifs, il s'appelle Ahmed Pacha, c'est le sultan local qui est sujet du grand sultan de la Porte Sublime, Soliman le Magnifique, à Constantinople, à Kouchta. Et ce sultan d'Égypte, ce pacha d'Égypte, décide de se rebeller. Alors, ce qui se passe, c'est que on avait parlé en Espagne d'un juif qui était ministre du Trésor. Là, il s'agit d'un juif, Abraham Castro, qui est directeur de la presse à monnaie. C'est lui qui frappe les monnaies pour le pacha d'Égypte. Et le pacha lui dit, ben, tu sais, sur les monnaies, on met toujours l'effigie et le nom du souverain. Ben, tu fais plus maintenant des monnaies à l'effigie de notre souverain Soliman le Magnifique en Turquie. Tu fais maintenant de la monnaie avec mon effigie à moi Ahmed Pacha, parce que maintenant, je proclame mon autonomie et je cesse d'être le vassal du sultan du sultan turc. Maintenant, Abraham Castro comprend que ça va se retourner contre lui, parce que contre lui, et de façon générale, quand il y a un juif qui est accusé, c'est toute la communauté avec. Que quand le sultan va se rendre compte du fait que la monnaie égyptienne est frappée à l'effigie d'Ahmed Pacha et pas à son effigie à lui, il va vouloir vérifier qui c'est qui a frappé la monnaie. Il va arriver au fait que c'est Abraham Castro et tous les juifs locaux vont payer le prix. Donc Castro s'embarque discrètement pour Constantinople et va prévenir le sultan que là, il y a une sédition en Égypte et que le pacha essaye de s'émanciper. Quand le pacha se rend compte que Abraham Castro a disparu, il fait arrêter une douzaine des notables de la communauté du Caire, et parmi eux, le Rav David Ben Zimra, qui était un des très très grands Talmidei Chachamim. On a beaucoup de réponses ilchatites de Rabbi David Ben Zimra, sur le nocé de la Shemitah, sur le nocé des Juifs d'Éthiopie, encore beaucoup d'autres choses. Un rabbin très très important dans le monde de la halacha. Et le pacha demande une rançon qui est énorme, qui n'est pas payable par la communauté, et annonce à la communauté que s'il ne paye pas la rançon, il tuera tous les Juifs du Caire. Il a décidé ça avec son conseil quand il était au terme. Ben oui, aujourd'hui, les décisions se prennent sur un cours de golf, sur un, pardon, sur on appelle ça un terrain de golf, bon, pas important. Les décisions se prennent sur un terrain de golf. À Rome, elles se prenaient au terme, il s'avère que c'est comme ça aussi en Égypte. Et là-bas, nous avons une grande chance. Et un de ses opposants l'assassine dans les bains publics, dans les bains publics, les bains privés, enfin dans les termes au Caire, et le décret est annulé, les 12 juifs sont relaxés, et la communauté du Caire fait un Purim le 27 Adar, donc c'est très proche de Purim, la date du vrai Purim, en 1524, et à gauche, vous voyez les armoiries de la famille Castro, une famille très importante qui a quitté l'Espagne et qui essaime dans les Balkans et dans toutes les possessions du sultan. Et vous voyez qu'elle est fidèle au sultan et lui annonce la sédition du pacha d'Égypte. De là, nous prenons le bateau pour la Crète et nous arrivons à Héraclion en Crète. Héraclion, qui porte le nom de Candia, c'est le nom qui est utilisé dans les textes juifs de l'époque. Et là-bas, le sultan turc mène une guerre contre les forces de la République de Venise. Et on accuse les Juifs d'être des espions au service des Vénitiens. Et donc, la population de... Pardon. Un instant. La ville de Candia, de Héraclion,
fait partie des États de Venise. Et le sultan turc fait la guerre aux États de Venise. Maintenant, il faut se rappeler que les États de Venise sont chrétiens, catholiques et plutôt anti-juifs, alors que le sultan turc est très sympathique pour les juifs. Selim et après Soliman vont accueillir les juifs dans leur possession, dans leur nouvel empire. Et donc les juifs sont accusés d'espionner au profit de la Turquie. Et donc la populace se jette sur le ghetto juif, soi-disant pour chercher des espions. Et en fait, il y a un pogrom parmi la population juive de la ville. Mais le rabbin de la communauté, le Rav Eliaou Kapachali, va faire intervenir le gouverneur local, le Prividor, et il va mettre fin à cette situation, au pogrom des Juifs de Candia, et ils vont faire aussi un Purim le 18 Tammuz 1938. Si je dis 18 Tammuz, vous comprenez que c'est problématique, parce qu'on est Ben Azmanim, on est Ben Ametzarim, on est dans les 3 semaines de deuil qui sont entre le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du 9 Av. Malgré ça, les rabbins d'Héraklion vont décider un jour de Purim, de fête et de repas de fête et de remerciement à Dieu pour cette libération qui a eu lieu le Yutret Tammuz. Donc c'est plus important même que les décrets de deuil des 3 semaines. De là, nous repartons maintenant pour l'Afrique du Nord, à Alger. Et là, c'est un Purim assez intéressant, qui s'appelle le Purim An-Nasra, le Purim des chrétiens, ou alors aussi Purim Edom, ou le Purim d'Alger. Et on est toujours dans la même période, on est en 1540. Et là, ce qui se passe, c'est une guerre qui oppose le roi d'Espagne, qui aidé d'un amiral de Gênes, Andrea Doria, essaye de prendre Alger aux Turcs. Les Turcs ont un amiral à eux, Khir ad-Din Barbarossa, Khir ad-Din Barbarouche. On avait parlé de cette bataille dans une des premières conférences au moment de la Corona. J'avais fait une conférence sur les pirates juifs parce que le second de Khir ad-Din Barbarossa, du chef amiral de l'armée turque, est un juif. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les juifs d'Alger ont très très peur d'un pogrom des forces chrétiennes si les chrétiens gagnent la guerre et arrivent à prendre Alger aux Turcs. Mais il y a un miracle et un tremblement de terre sous-marin crée un tsunami qui va détruire la flotte espagnole et génoise, cherchez le mot, génoise, et donc les Juifs seront sauvés. Ce qui est sympa dans cette histoire, c'est que en fait, il y aura trois rois trois généraux rois qui vont participer à la bataille et ils vont tous mourir. Et chaque armée cache aux autres le fait que son chef est mort. Le sultan, pardon, non, c'est pas de celui-là. En fait, ils vont. Non, non, pardon, je mélange avec un autre Purim. Donc là, on a un Purim où on s'était sauvé, de nouveau par un miracle. Le miracle, c'est ce tsunami qui a détruit la flotte génoise devant Alger. Et on continue vers Rome. À Rome, de nouveau, on va rencontrer un renégat, Hananel de Poligno. Hananel de Poligno qui se convertit au christianisme et qui accuse de nouveau les Juifs de blasphémer la religion catholique. Lui va aussi s'occuper de convertir ses frères juifs. Il va faire brûler le Talmud à Rome. Il fait partie du corps de l'ordre des jésuites. Et c'est le pape que vous voyez à gauche, le pape qui va sauver les juifs. Des fois ça arrive, c'est un juif qui veut faire condamner les autres. En fait, non, il avait accusé les juifs de... Ah, pardon, oui, Dam, il a accusé les juifs d'avoir assassiné un jeune chrétien pour prendre son sang pour les matzot, l'accusation de meurtre rituel. Et c'est le pape qui va réagir, faire trouver l'assassin
de ce garçon chrétien, qui est un autre chrétien, et qui va sauver les Juifs de Rome, qui vont faire un jour de Purim, le 3 Iyar 1555, et bien sûr, pour toutes les générations à venir. Voilà, maintenant c'est le Purim, je m'étais trompé avant, le Purim de los Cristianos, parce qu'il ressemble beaucoup au Purim de l'Ansara, donc le Purim des Notzrim ou le Purim des chrétiens. Ça se passe maintenant, on est au Maroc, plus à Alger, mais au Maroc. C'est quelques années plus tard, on était en 1540, on est en 1578. Il a un autre nom aussi, Purim de la Bombas, le Purim des bombes. Et vous voyez les différents, sur la photo, sur l'image en bas, vous voyez le sultan Moulay Mohammad, qui est un sultan turc qui domine le Maroc, mais qui est très cruel envers les Juifs. Il y a aussi, là arrive le roi du Portugal qui se mesure à lui, et avec l'aide d'un troisième, j'ai oublié qui. Les rois vont mourir. La bataille aura lieu près des côtes, des côtes marocaines. Et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que le roi Sébastien du Portugal meurt de ses blessures et que Moulay Mohamed meurt aussi de ses blessures, ben, les Juifs seront sauvés. Et c'est très intéressant parce que qu'est-ce qui est resté de ce Purim? Normalement, c'est un Purim qui a sauvé tous les Juifs du Maroc. Donc, les Juifs du Maroc devraient continuer ce Purim le 2 Elul, donc pendant les Selichot, juste avant Rosh Hashanah, et regardez ce que nous disent les textes. Alors, vérifiez s'il y en a parmi vous qui sont de Tétouan, de Tanger ou de Fès. J'ai lu ça, je ne sais pas, j'ai lu dans les livres qui m'ont servi à préparer la conférence, qu'à Tétouan, on appelle ce Purim le Purim de los Cristianos, donc le Purim des chrétiens. À Tanger, on appelle ça le Purim de la Bombas, le Purim des bombes. Et qu'à Fès, on n'a pas continué à faire ce Purim. Par contre, il y a une communauté à Fès, dans une communauté qui s'appelle Salat el-Faisan, que eux ont continué et appelé ce Purim de Nassara, le Purim des chrétiens. Donc voilà, je ne sais pas si à la fin vous pouvez mettre dans les chats ou à la fin de la conférence, s'il y en a qui connaissent ce Purim au Maroc, le Purim des chrétiens ou le Purim des bombes, qui se passait donc, j'ai dit, le 2 Elul. De là, nous reprenons le bateau pour la Grèce, les îles grecques. On est dans l'île de Kéos. Et dans l'île de Kéos, en 1595, de nouveau, l'île est assiégée. Bien sûr, quand il y a une guerre entre deux rois non juifs, c'est toujours mauvais pour les juifs parce que ils vont être accusés, ou ils vont souffrir de la guerre, ou ils devront payer les frais. Et ce qui se passe là-bas, d'après l'histoire de Kéos, il y a une femme juive qui renverse une marmite bouillante à côté d'un canon chargé. Le canon explose, sème la pagaille et va amener la victoire des forces locales. Je ne sais pas la date dans le calendrier, c'est en 1595. Et c'est pour ça que ce Purim va être appelé le Purim de la Señora, le Purim de cette femme qui a fait détonner le canon. C'était une guerre entre Ferdinand Ier et la Turquie qui dominait les îles grecques. D'après une autre version, un peu moins sympa, c'est juste une grande tempête qui a détruit la flotte de Ferdinand Ier. Alors, ou la tempête, ou la seigneura, choisissez votre raison. En tout cas, il y a un Purim qui était fêté dans l'île de Kéos en Grèce. Et alors là, maintenant, je vous ramène à Izmir. Et le Rav d'Izmir, le Rav Falachi, a écrit un livre, Moed L'Ochel Chai, où il raconte quelque chose de très sympathique. C'est le texte que j'ai mis à gauche. Ba'ir Izmir, Idgoru, Mispar, Mishpachot, Shemotsan, Ayam, Aï, Kéos. Donc il y avait dans la ville d'Izmir des familles originaires de cette ville de Kéos qui avaient l'habitude de faire Purim. Ah, c'est marqué, le 8 Iyar, pardon. Le 8 Iyar. Et donc, ils ont demandé au rabbin de Izmir, maintenant on n'est plus à Kéos, est-ce qu'il faut que, quand on s'est déplacé, on a changé notre exil de Kéos à Izmir, est-ce qu'on doit continuer à faire Purim? Et le Rav leur dit, oui, bien sûr, vous devez continuer à faire ce Purim, puisque c'est le minag, et il faut continuer. Altitosh Torat Imecha, si ta mère a pris à faire minag, si c'est
vous comprenez que si c'est le père, ça pose pas. C'est évidemment qu'on fait les minagim du père. Mais si ta mère, même ta mère qui était d'origine de là-bas, elle vient d'Izmir, elle s'est mariée avec un juif d'Izmir, comme elle avait l'habitude de faire ce Purim, toi, les enfants doivent continuer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la date, vous avez vu, la date, c'était le 8 Iyar. Le 8 Iyar, c'est pendant le Homer. Pendant le Homer, on a pour coutume de ne pas se raser. Et c'est en fait ça qu'ils ont demandé. Ils ont demandé, un, est-ce qu'ils doivent continuer à faire Purim? Deuxièmement, est-ce qu'ils peuvent se raser pendant le Homer, faire ce Purim, c'est-à-dire pouvoir se raser, ou appliquer le Homer et ne pas se raser. Et le Rav Falatin raconte qu'il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Les Yamim echel liot nafot seter meshuneh be'Izmir. אנשים שאינם מבני משפחות הללו, לקחו כסף מבני משפחות שחגגו פורים, ובכסף הזה משלמים לספר ומסתפרים. Les gens de Izmir, qui n'étaient pas des descendants de juifs grecs qui avaient été sauvés dans ce miracle de Purim, allaient chez des juifs qui fêtaient ce Purim, prenaient de l'argent de la Séouda de Purim, et ça c'est de l'argent d'une Séouda de remerciement. Donc si on participe, vous connaissez l'histoire, par exemple le jeûne des Bechorot, quand il y a le Tanit Bechorot la veille de Pessah, alors il y a des gens qui font un Siyum, qui terminent une Masechet, un traité du Talmud, ils se font un Siyum, donc comme ils font un Siyum, ils ont le droit de manger, et tous les premiers-nés qui devraient faire un jour de jeûne viennent s'associer au Siyum et en profitent pour ne pas manger. Donc, pour manger, pardon, malgré le jeûne. Et c'est comme ça qu'on contourne le jeûne des Bechorot, qui est un jeûne secondaire, faut quand même le mettre à sa place. Et ce qui s'est passé à Izmir, c'est que les gens disaient, on a payé le coiffeur avec de l'argent de la Séouda de Purim, donc on a le droit de se couper les cheveux. Et le Rav Falachi, non pas du tout, ça n'a rien à voir. Rabbi Chaim Falachi a essayé d'annuler ce minag, ta'ut b'yadam, en bezeheter klal. Ceux qui ne fêtent pas le Purim de Chios doivent continuer à aller se pousser la barbe et ne pas se raser à Purim. Un peu plus loin, le Rav de Izmir mentionne aussi un autre Purim, le Purim d'Ankara, sans savoir d'où il vient. C'est-à-dire qu'il y a un Purim qui est le 11 Iyar, donc 3 jours plus tard. Ça, c'était le 8 Iyar. Le 11 Iyar, il y a un Purim des Juifs d'Ankara. Ils lisent certains chapitres des psaumes. Ils appellent ça Purim Abaza, mais personne ne connaît l'origine de ce Purim. Il y a aussi des Purim. Il y a les Purim qui se sont perdus et les Purim, on se rappelle qu'il y a Purim, mais on ne sait plus pourquoi. De là, on remonte un peu vers le nord et on arrive en Allemagne, à Francfort, en 1616. En 1616, à Francfort, c'est l'époque où Francfort est une ville franche. Donc, elle est dans les États de l'empereur Matthias, mais c'est une ville libre. Et donc, ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y a les guildes de travail, les guildes d'artisans se rebellent contre le comité qui gère, contre les nobles qui gèrent la ville de Francfort, en les accusant de gérer la ville de façon une mauvaise gestion qui amène la faillite de la ville. Et donc ils vont accuser les notables, ils vont essayer de se rebeller contre les notables, ils demandent l'appui de l'empereur qui le refuse en disant c'est une ville libre, vous vous gérez ou vous-même. Donc les représentants des guildes et un gars qui s'appelle Vincenz Fettmilch crée une rébellion contre les notables de Francfort. Et comme dans l'histoire, quand on se rebelle contre les notables, eh ben, on fait aussi un pogrom contre les juifs qu'on accuse d'être des soutiens de ben oui, parce que les juifs, ce sont les prêteurs d'argent. Et donc, c'est eux qui prêtent l'argent à intérêt. Donc, eux aussi font partie de la gestion de la ville. Et on voit une image qui était de l'époque, le pogrom à Francfort. Ce qui va se passer, c'est que finalement, l'empereur va comprendre que ça va trop loin et les débordements ça fait trop, c'est pas possible. Et donc, il fait condamner Vincenz, il le fait condamner à être dépecé. Il met un quart du corps dans chacune des portes de la ville. Le corps de Vincenz sont exposés à l'entrée de la ville. Sa tête sur un pilori au centre de la ville et encore aussi une annonce sur sa maison. Et l'empereur permet aux Juifs de rentrer à la maison. Parce que, chose que je n'avais pas dit, c'est que non seulement il y a eu le pogrom, mais après, les Juifs sont condamnés à une amende, de nouveau, de dizaines de milliers de florins d'or.
Et l'empereur permet aux Juifs de revenir dans leur maison et oblige à rembourser aux Juifs l'amende qu'ils avaient payée. Et les Juifs de Francfort fêtent un Purim en 2 temps. Parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est que souvent, quand il y a des Purim d'exil, de la même façon que le jour avant Purim, on a le jour de Tanit Esther, qui est le jeûne d'Esther. Et je rappelle que à Purim, à Shushan, le jeûne d'Esther n'a pas eu lieu le jour avant Purim. Le jeûne d'Esther a eu lieu 1 an avant, le soir de Pessah. Mais bien sûr, on ne va pas jeûner le soir de Pessah. Et donc, quand on a fait la fête de Purim, le jeûne d'Esther, on l'a mis le jour avant. Alors, dans beaucoup de communautés d'exil, comme de nouveau il s'agit d'un sauvetage, les rabbins qui ont fixé le jour de Purim ont fixé un jour de jeûne le jour avant. Alors, à Francfort, ils ont fait ça en 2 temps. Ils ont fixé une date, le 27 Elul, qui est la date de l'expulsion des Juifs de Francfort, et une autre date, le 20 Adar, qui est la date où ils ont eu le droit de revenir. Donc, ils ont fait chacun en son temps le jeûne au moment de l'expulsion et les réjouissances au moment du retour. Ils n'ont pas mis les deux à la même date. Ça, on vient d'en parler. Et on va maintenant, on se déplace vers Bagdad. Et on est au XVIIe siècle toujours. De nouveau, une révolte qui a bien fini pour les Juifs. Les Juifs risquaient de... Donc, on a déjà parlé de Purim de ce type-là, mais c'était juste pour dire, on est aussi à Bagdad au XVIIe siècle et une deuxième fois au XVIIIe siècle. J'ai pas mis tous les Purim qui existent, hein. Il y en a des dizaines. J'en ai choisi quelques-uns, à mon sens, un peu plus typiques. D'abord, pour montrer que c'est toutes les époques, pour montrer que c'est tous les exils, que ce soit dans le monde ashkénaze, séfarade ou oriental, que ce soit pour une accusation de meurtre rituel, une guerre, une délation locale, il y en a pour tous. Là, on va vers l'Ukraine à Alik, et on est en 1648-1649 dans les fameux la révolte des Cosaques de Khmelnytsky, qui détruit les communautés juives d'Europe de l'Est, qu'on appelle Xerot Tartat, qui sont restés comme une plaie saignante dans la mémoire ashkénaze. Et ce qui s'est passé, c'est que quand les Haïdamak, les Cosaques, ont essayé d'attaquer la ville de Alik, alors 2 canons qui ne fonctionnaient plus ont tout à coup miraculeusement fonctionné et ont mis en débandade les attaquants. Et le Taz, donc un géant de nouveau de la halacha, le Touré Zahav, un commentateur d'un décisionnaire de la halacha, commentation sur les Tourim, le Taz, qui était un rabbin à Cracovie, a fixé un jour de jeûne d'une demi-journée et après un jour de Purim. Et c'est raconté dans un livre, dans un Magen David, quand les Cosaques ont attaqué la ville de Alik, le Taz a prié et finalement le canon a fonctionné et les Juifs ont été sauvés. De là, nous allons vers Hebron, et là c'est intéressant parce qu'on est en Eretz Israël. On a l'habitude que les Purim sont des Purim d'exil, alors on a aussi quelques Purim qui sont en Eretz Israël. Donc il y a le Purim de Hebron qui est en 2 temps. Il y a un Purim le 14 Tevet, il y a un Purim Rosh Chodesh Av. De nouveau, Rosh Chodesh Av, c'est dans les 9 jours. C'est vraiment un jour qui est censé ne pas être un jour de joie. Mais au 18e et au 19e siècle, il y a eu 2 fois des sauvetages de la ville de Juifs de Hebron. La première, le 14 Tevet 1701, c'est que les Juifs sont soumis à un impôt énorme de 50 000 piastres d'or à trouver en 3 jours. Et miraculeusement, juste avant la fin de la dernière chance de réunir l'argent, qu'ils n'ont aucune chance de réunir, ils ne l'ont pas, le Shamash découvre une bourse d'argent sur la fenêtre qui contient exactement la somme demandée, donc les 50 000 dinars, 50 000 piastres qu'il fallait, autrement la communauté juive serait exterminée, et ça a sauvé la communauté. Et la deuxième fois, c'est quand il y a une révolte dont on reparlera encore tout à l'heure, la révolte des Falachim contre Ibrahim Fecha. D'ailleurs, c'est une erreur, c'est pas en 1824, c'est en 1834. Je me suis trompé. Il y a une révolte contre Ibrahim Fecha, pardon, une révolte de Ibrahim Fecha contre les Turcs,
Ibrahim Ferha, qui était le pacha d'Égypte contre les Turcs. Ibrahim Ferha, pendant 30 ans, c'est lui qui gère Eretz Israël, 1830 à 1840. On n'est plus en Turquie ici, on est en Égypte. Les locaux se révoltent contre Ibrahim Ferha parce que il leur impose une conscription. Il veut que la communauté de Hebron, la communauté arabe, lui fournisse des soldats. La communauté de Shrem, la communauté de Jérusalem. Les Arabes se soulèvent contre Ibrahim Ferha et au passage, ils massacrent des Juifs. Ce sera le cas à Tzfat, ce sera le cas à Shrem. Il y a moins de Juifs. Mais Tzfat et Hebron, il y a deux communautés qui sont en grand danger. À Tzfat, il y aura beaucoup de victimes. À Hebron, moins, parce que Ibrahim Ferha va ramener l'ordre et sauver la communauté juive. Et donc, le Rosh Chodesh Av de 1834, les Juifs fêtent Purim à Hebron. De là, on retourne vers la Pologne, à Poznan, pendant la guerre qui a opposé les Suédois aux Polonais. Il y a des centaines ou des milliers de bombes dans la ville. Les bombes à l'époque, c'est avec une mèche, sont allumées. On attend qu'elle explose et le général suédois impose aux Juifs de ramasser les bombes et de les éteindre avant qu'elles n'explosent dans la ville. Ils vont ramasser des milliers de bombes. Alors là, je ne sais pas de nouveau, c'est le AI qui m'a fait le dessin. Si vous voyez les Juifs là avec des bombes fumantes dans la main, je crois que non, ils ne les tiennent pas fumantes, ils éteignent la mèche. C'est pas la peine de la faire exploser. En tout cas, ils vont ramasser des milliers de bombes et aucun des Juifs ne sera touché par une de ces bombes. Et ils feront donc un Purim, le Gimel 3 Cheshvan. C'était en 1704, et bien sûr, Purim pour les générations à venir. De là, on va vers le Yémen. Vous voyez qu'on est vraiment dans tout le monde juif de l'exil. On est maintenant au Yémen en 1722. Le fils du roi local se promène dans le quartier des Juifs. Deux amis, entre guillemets, qui l'accompagnent, l'assassinent. Bien sûr, ils accusent les Juifs. Le roi du Yémen décide de faire brûler tous les Juifs de Sanaa. Et alors, le miracle, les Juifs en prière, et le miracle a lieu. Le prince se réveille, dénonce les deux amis qui l'ont assassiné et retourne au royaume des morts. Et le roi du Yémen fait pendre les deux assassins et les Juifs fêtent leur délivrance, Purim de Tzana, le 18 Adar. Donc là, vraiment, ils finissent Purim le 14 Adar et le 18 Adar, ils sont de nouveau à Purim, le Purim de Tzana. De là, on va vers la Pologne, à Ostra. Ce qui s'est passé, c'est que les paysans locaux préparent une révolte, ils cachent les armes dans le côté du ghetto, les Juifs s'en rendent compte et ils vont dénoncer la révolte. Ça, c'est le premier Purim qu'il y a, c'est que grâce au fait qu'ils ont découvert ces armes, alors la révolte a avorté, les Juifs n'ont pas été accusés. 50 ans après, c'est parti remise, il y a une guerre des Russes contre les Polonais et le général russe Sorvorov attaque la ville et un Juif arrive à sortir des murailles et annonce aux Russes que l'armée polonaise s'est retirée de la ville et qu'il peut rentrer sans détruire la ville, sans la bombarder. Et donc la communauté juive est sauvée et de nouveau on va avoir un Purim qui va être fixé à Ostra. Et ce qui est intéressant, c'est que là, dans ce Purim-là, ils ont décidé qu'ils fermeront les magasins. Quand on fait Purim est une fête, on a le droit de travailler. Là, ils ont fait un Purim encore plus Purim, où on ferme les magasins pendant cette fête de Purim. Retour en Afrique du Nord à Oran. L'Afrique du Nord au XVIIIe siècle fait partie de la couronne turque. C'est le sultan turc qui gère l'Afrique du Nord, sauf Oran, qui est une enclave espagnole. Et de nouveau, il y a une guerre entre les Espagnols et, et les musulmans. Le bey d'Alger veut attaquer et faire. Le bey d'Alger veut prendre Oran aux Espagnols.
Les Juifs, de nouveau, sont entre le marteau et l'enclume parce que c'est bon ni pour l'un ni pour l'autre. Le Beth d'Alger n'est pas connu pour sa sympathie des Juifs. Le gouverneur chrétien espagnol non plus. Il faut se rappeler qu'on est, euh, on est après l'exclusion des Juifs d'Espagne, donc l'Espagne est un pays où il n'y a pas de Juifs. Alors à Oran, ils sont tolérés, mais tolérés et admis, ça ne veut pas dire aimés ou protégés. Et ce qui se passe, c'est de nouveau, les Juifs ont prié, il y a eu un miracle. Alors certains parlent d'une tempête, certains parlent d'une épidémie qui a frappé l'armée du Bey d'Alger. Toujours est-il que l'armée se retire, l'armée des musulmans se retire, et les Juifs d'Oran sont sauvés et font Pourim le 4 Cheshvan. Il y a un deuxième Pourim d'Oran, de nouveau une histoire militaire. Bon, c'est le même stade, la même histoire, donc on continue. Et je retourne en Eretz Israël. Alors, de nouveau en Eretz Israël, on avait parlé du Purim de Hebron. On a un Purim à Tibériade qui se passe en 1743, quand gouverneur de la Galilée s'est révolté contre le pouvoir turc à Constantinople. Il a fait une autonomie en Galilée. Il a invité le Rav Chaim Aboulafia de Izmir à reconstruire la communauté la communauté de Tibériade. Et Dar el Omar, cet émir de la Galilée, est en guerre contre les Turcs. Les Turcs envoient une armée pour le détruire. Et la communauté de Tibériade, bien sûr, risque beaucoup parce que la ville va être bombardée. Mais il n'arrive pas. Et il va même, dans la deuxième fois qu'il vient à attaquer Tibériade, le gouverneur de Syrie, il va tomber malade et il va mourir brutalement et son armée se débandera. Et la communauté de Tibériade a été sauvée. Purim. Purim à Fossano, maintenant on est en Italie. Maintenant je vais rapidement parce on a déjà vu beaucoup, c'est le même type. Une guerre à Fossano, c'est les armées de Napoléon qui attaquent l'Italie. Et pendant l'attaque de Fossano, une bombe française tombe en plein milieu de la synagogue où les Juifs s'étaient réunis pour prier, pour demander à Dieu leur salut de ces guerres entre les peuples chrétiens. Une bombe tombe au milieu de la synagogue, pas de victimes. Purim. À Ancône, même histoire, c'est la même guerre, c'est les forces de Napoléon qui attaquent, les forces françaises qui attaquent l'Italie. Et là, les Juifs sont dans le quartier juif, il y a une bombe qui tombe en plein quartier juif, les Juifs pris dans la rue, et la bombe n'explose pas. Et Purim de la Bombas, la Purim de la bombe, à Ancône. Donc on a Ancône, on a Fossano en Italie. Purim de Hebron, je l'en ai parlé tout à l'heure. Je me déplace en Grèce, à Rhodes, parce qu'en 1840, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a là-bas une accusation de meurtre rituel. Et si je vous dis 1840 meurtre rituel, vous êtes censé sursauter et dire, non, 1840, c'est l'accusation de meurtre rituel à Damas, c'est l'affaire de Damas. Et oui, c'est juste quelques mois après l'affaire de Damas. L'affaire de Damas, je rappelle, les Juifs sont accusés de meurtre rituel, un enfant chrétien a disparu, les Juifs sont accusés d'avoir pris son sang pour faire des matzot, et les Juifs sont arrêtés, sont torturés, et, euh, et finalement, il y aura une intervention du tsar et de l'empereur Napoléon III, et de Rothschild, et de Moshe Montefiore, et d'Adolphe Crémieux. Ça va aboutir à la création de l'Alliance israélite universelle qui va essayer de protéger les Juifs maltraités dans les pays orientaux. Juste après, la même année, quelques mois plus tard, on a la même histoire à Rhodes, de nouveau un garçon chrétien qui disparaît. Deux femmes vont témoigner qu'elles ont vu quatre juifs qu'ils prenaient de force pour aller le sacrifier. Les autorités arrêtent un juif, Eliakim Stambouli, le torture à mort, et finalement, sous la torture, il va avouer son crime et livrer d'autres comparses qui l'auraient aidé. Et bien sûr, il y a un décret de massacrer les Juifs de la ville. Mais là, c'est le sultan Abdelmajid qui va dire, OK, on s'est fait avoir une fois à Damas il y a quelques mois. Le monde entier nous est tombé dessus, les Russes, les Européens, tout le monde nous est tombé dessus. Il fait une enquête, il découvre que c'est mensonger et les Juifs de Rhodes sont sauvés. Et Purim. Euh,
là, je vous ai donné donc des Purim de l'exil, de tous les exils. On a été en Italie, en Espagne, en France, en Russie, en Pologne, en Perse, au Yémen, en Égypte. Euh, mais c'était des communautés. Alors, je vais dire au départ qu'il y a aussi des Purim privés. J'avais dit que le Chaye Adam, Rabbi Avram Danzig, avait dit que des familles même peuvent faire des Purim. C'est pas pour rien qu'il le dit, parce qu'il y avait un Purim de sa famille à lui, le Rabbi Avram Danzig. Sa famille a été sauvée parce qu'il y a eu à Danzig un incendie dans un dépôt de poudre qui était juste à côté de la maison de sa famille. Il y a eu beaucoup de victimes dans cet incendie et l'explosion du dépôt de poudre, et sa famille a été sauvée. Et donc la famille du Rav Avram Danzig a fait un jour de Purim, et c'est un décisionnaire de la halakha important. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle le Chaye Adam, qui est le parallèle en monde Ashkenaz au Kitzur Shulchan Aruch. Donc c'est une base de la halakha, et il a fait un Purim. Je sais, il y en a plusieurs autres. J'en choisis encore un autre, c'est le Rabbi Yom Tov Lipman Heller, qui est le Tosfot Yom Tov, donc un grand exégète de la Mishnah à Krakow, qui aussi, quand il a été nommé rabbin à Krakow, après beaucoup de déboires personnels, a fait un Purim familial. Donc on peut aussi faire des Purim familiaux, pas seulement des Purim communautaires. Je termine par un Purim communautaire, mais qui nous rapproche de nous. C'est le Purim de Casablanca, qui a lieu, qui est fêté le 2 Kislev 42, et c'est le débarquement allié en Afrique du Nord à Casablanca. L'opération Torche, on en avait parlé dans une autre conférence, qui va sauver les Juifs d'Afrique du Nord de la déportation, puisque la solution finale de la question juive engagée par les Allemands a été décidée à Wannsee en janvier 42. Les camps de la mort ont été construits dans l'hiver-printemps de 42, et au début de l'été commencent les déportations et l'extermination des Juifs d'Europe, et les Juifs d'Afrique du Nord sont dans le plan d'extermination des Juifs de France, puisque l'Algérie, le département français, le Maroc et la Tunisie sont des protectorats. Donc dans le plan d'extermination des Juifs de France, il y a aussi l'extermination des Juifs d'Afrique du Nord, mais ils vont être sauvés puisque les Alliés débarquent en novembre 42, et donc les Allemands n'auront pas le temps, à part de 2 convois qui vont partir de Tunisie, parce que la Tunisie sera libérée seulement en 43, mais le Maroc et l'Algérie sont libérés en 42, et ils font un Purim, le Purim de Hitler. Un Purim de Hitler. Et bien sûr, dans le monde ashkenaz, il n'y a pas de Purim de Hitler parce que le prix était tellement lourd que c'est plutôt un Tisha B'Av de Hitler. On n'a pas, après la Shoah, la force de faire un Purim de Hitler, mais en Afrique du Nord qui a été sauvé, il y a un Purim de Hitler. Alors, ce que j'ai de départ, c'est qu'on fait un jour de réjouissance, on fait des Seudot, et on écrit l'histoire. Donc, il y a une Megillat Hitler qui a été écrite. Vous voyez à droite, Hibime Hitler, Hatzaba, le peintre, Hua Caporal, Amoshel Al-Gelkol Gamania, c'est le peintre caporal qui dirige l'Allemagne, Sheva Esre Medinot, 17 États, Yamim Haem, et c'est une parodie de la Megillat Esther qui raconte l'histoire de Hitler. Juste la fin de cette Megillah, il y a dans la bracha qu'on fait après la Megillah, Shoshanat Yaakov, on dit Arur Aman, soit maudit Aman, Arura Zeresh, maudit Zeresh, Baruch Mordechai, Baruch Esther. Donc on loue ce qui doit être loué, on maudit ce qui doit être maudit. Et dans la Megillat Hitler, alors on a Arur Hitler, Arur Mussolini, Arur Himmler, Arur Göring, Arur Goebbels. Donc on maudit tous les dignitaires nazis. Et de l'autre côté, on a Baruch Roosevelt, Baruch Churchill, Baruch Staline, Baruch De Gaulle, Baruch Giraud. Bon, Giraud, hein, il était pas très sympa avec les Juifs d'Afrique du Nord, mais enfin, il est au commissaire à l'Afrique du Nord, donc on le met aussi dans les Brouchim. Donc on a les généraux alliés qui sont dans les Baruch et les généraux allemands dans les Harour. Donc ça, c'est le Purim le Purim d'Afrique du Nord de Casablanca. Et je rappelle qu'à Purim, le Talmud nous dit qu'on ne dit pas le Hallel parce que c'était en Chutz La'aretz et on n'est pas sorti d'exil. Dans le Hallel, on dit à la louve de Hachem, louez Dieu, les serviteurs de Dieu. On dit, on n'est pas serviteurs de Dieu, on est serviteurs d'Assuérus, on est encore soumis au Goïm. Donc, on lit la Megillat Esther, mais il n'y a pas le Hallel. Par contre, en Eretz Israël, quand il y a une délivrance, il faut faire le Hallel. Et c'est ce que dit Agmara dans Psachim.
ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהן, כשנגאלים, אומרים על הגאולה, dès qu'on est délivré, on dit le Hallel, comme on l'a dit en sortant d'Égypte, Moshe et Israël ont dit le cantique sur la Shirat Hayam, et après ils ont aussi dit le Hallel, que les Nevi'im nous ont institué pour toutes les délivrances. Donc, il faut dire le Hallel. Alors, on a vu que dans les Purim d'exil, on a écrit des Megillot qui racontent l'histoire, mais en Israël, on a l'habitude de dire le Hallel, et c'est ce qui m'amène à la conclusion de cette conférence, où en fait, il y a une guerre dans laquelle on dit le Hallel, c'est la guerre des 6 jours. Voyons à droite le Rav Goren avec les parachutistes au mur en 1967, et aujourd'hui, on a Yom Yerushalayim, on a un jour de réjouissance, où on dit le Hallel. Malheureusement, il n'a pas été, c'est pas encore un jour national, c'est pas un jour qui est fêté par tout Am Israël. C'est pour l'instant un public en Eretz Israël qui fête avec les drapeaux et les danses à Jérusalem. Mais il y a au moins le rabbinat a décidé d'un jour où on dit le Hallel. Mais vous voyez à droite la fin de la guerre d'indépendance avec le drapeau d'encre à Eilat, la fin de la guerre du Kippour quand on traverse le canal de Suez et que Tzal envahit l'Afrique. Vous voyez Tzahal en bordure de Beyrouth à la guerre du Liban. Et là, où est le Hallel? C'est une décision de la halakha qu'on doit dire Hallel après une victoire militaire. Or, malheureusement, on a un petit peu oublié, et ça m'amène bien sûr à la guerre actuelle, la guerre Harvot Barzel, qui n'est pas encore finie. Alors, quand elle finira, on aura une grande fête, j'espère, pas un jour, mais 7 jours comme Pessah. Mais en attendant, on pourrait au moins faire des Purim ou des fêtes locales quand la journée des missiles, quand l'Iran nous a tiré 300 missiles la première fois et qu'il n'y a pas eu de dégâts en Israël à part un arabe de Jéricho, de Gaza qui se trouve par hasard à Jéricho, mais pas de victimes en Israël. La journée des beepers avec ces beepers qui ont sauté, qui ont fait tout, qui ont décapité le Hezbollah au Liban. Le retour des otages avec Rimon Kirsch incroyable là, qui toise ce gars ce terroriste du Hamas qui se montre pas, il se montre masqué et qui essaye de la rabaisser, et elle qui est en pyjama, qui vient d'être libérée, qui le regarde dans les yeux, vous nous briserez pas. Alors il faudrait dire un petit peu du Hallel ou du Mizmor le Toda ou commencer à réfléchir aux festivités. Alors à gauche, on a effectivement pas encore le Hallel, mais Shechianu. בברכת הודיה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. חבריי וחברותיי, חברות וחברי הכנסת, לפני שעה קלה ישבנו הביתה את רני גבילי, גיבור ישראל. אין יותר חטופים בעזה. Donc, à la fin de libération du dernier otage, le corps du dernier otage, notre Premier ministre a fait la bracha du Shechianu. Il faudrait maintenant aussi penser à un premier Hallel. Je dis, c'est le Hallel local. La guerre n'est pas finie. On aura un grand Hallel et une semaine de réjouissance à la fin, mais il faut commencer au moins, je dis, à faire des réjouissances pour les différentes phases qu'on passe et qu'on réussit. Et pour ça, on va finir par quelques notes du Hallel. Hashem avalem negdana lechol amo vechatzot beit Adonai betochechi Yerushalayim בתוככי ירושלים הללויה הללו את אדוני כמו לגויים שווה בחובו כמו לעמומים. Tov, alors voilà, j'arrête la... Non, je n'arrive plus à retrouver où arrêter la présentation. J'ai un problème.
sais plus ce qui se passe dans mon ordinateur. Alors, je ne peux pas l'arrêter, mais vous pouvez ouvrir les micros si quelqu'un veut réagir. En attendant, je vais תודה essayer. רבה, יישר כוח. Tov. Ariel, Oui. j'ai le Oui. livre ici de. Je sais pas si on pourrait le voir. Tu n'as pas pu éteindre le. Non, j'ai pas pu éteindre. Je vois ton livre dans le. J'ai mon téléphone qui est allumé. Je te vois sur le téléphone. Oui. Megillat Hitler, Beswan est-ce que tu- Afrika. Pardon? Megillat Hitler, Beswan Afrika. Ah, Megillat Hitler. Ah, bravo. Tu as vu? Tu l'as vu? Oui, j'ai vu là. J'ai vu que tu le montrais. J'avais pas réussi à lire, mais j'ai vu que tu le montrais. Ouais. Très bien. Ah, C'est voilà. un Il livre faut qui a qu'il été va écrit t'aider. par Michal Saraf. Ok. On peut l'obtenir ici. Très bien. Ouais. Ok. Alors, יישר כוח. en vous souhaitant un très bon Purim. On est un petit peu avant, mais la semaine prochaine, je ne pouvais pas faire la conférence juste avant Purim parce que Bezrat Hashem, je suis à Eilat. Donc, je suis avec un groupe dans la Harava. Donc, j'ai avancé un petit peu, mais voilà, on a élargi un peu Purim. Purim Sameach et une bonne Géoula de l'Iran, puisque ça traîne encore, mais ça a l'air de se mettre en marche lentement, mais en espérant sûrement. Oui. אמן, אמן. Le plus simple, c'est comme de leur faire détonner la bombe chez eux, et comme ça, nous, on est tranquille. Bon, je vais pas donner Voilà. des Tu peux conseils. lire maintenant? Ah, ben, je vois, oui. Megillat Hitler de Africa. Voilà, ok. C'était imprimé quand, quelle année? C'est un livre. Je vais te dire. C'est assez récent, je crois. Attends. Oui, l'année récente d'après la couverture. Bien, alors, bon, tu me dis à l'occasion. Au revoir tout le monde. Purim Bon, Sameach. Au revoir. Purim au Sameach. revoir. תודה רבה. S'il n'y a pas la date.